Clara Detche-Sahar, de la même promotion, Chantal Delsol. Elle est en lettres-histoire 3 et elle vise l'an prochain un master de lettres en recherche et elle voudrait être professeure. Alors elle a écrit à l'université ou dans le secondaire. Je ne suis pas tout à fait sûr de la valeur exacte de la conjonction « ou » dans ce cas-là, mais nous verrons cela. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ce que donne la recherche de Clara sur l'apocalypse balzacienne. Messieurs les jurés, chers professeurs, chers étudiants, je suis ravie que nous soyons réunis ce matin autour du thème de la recherche de la vérité. Quel beau thème, ô combien sollicité, qui traverse les âges, les arts et les êtres. Nos têtes en sont pleines, nos conversations en regorgent et nos bibliothèques en débordent. Cette vérité tant recherchée, elle est double, ou du moins, elle a une double acception. Elle peut être la conformité du réel et de ce que l'on dit, soit la correspondance entre une proposition et la réalité à laquelle elle se réfère, l'effet brut, pur, mais la vérité, elle peut encore être éthique et morale, une vérité principe de tout, principe certain, maxime constante et absolue. Sa recherche témoigne ainsi d'un désir d'intelligence du monde, d'une tentative à la fois de description et d'explication. Il s'agit de mettre le monde en mots, de le rendre partageable par le discours. Qui de mieux qu'un écrivain pour une telle tâche? Qui de mieux que Balzac, que l'on désigne comme peintre de la société, père du réalisme? Quoi de mieux que son œuvre? Né en 1799 et mort d'épuisement en 1850, à seulement 51 ans, il est considéré comme l'inventeur du roman moderne. Il anoblit le genre romanesque et l'impose comme genre dominant dans la littérature. Il est le premier à vivre de sa plume, parangon de l'outrance, bourreau de travail. Il a publié en 25 ans plus de 90 œuvres. Il disait qu'après avoir bu du café, les mots se pressaient sous sa plume comme des charges de cavalerie. Il pouvait ainsi écrire jusqu'à 18 heures par jour. Mais c'est en 1833 que se concrétise le projet de Balzac d'invention d'un système romanesque organisé et architecturé avec la trouvaille du personnage reparaissant de roman en roman. Au sujet de cette trouvaille, il annonce à sa sœur Laure, un beau jour de l'année 1833, « Salut moi, je suis tout bonnement en train de devenir un génie. » Quelle modestie! Balzac s'érige ainsi lui-même en être divin, surnaturel et mythique. Il est un homme qui se rapproche de la vérité grâce à son projet littéraire. Il veut établir un système capable de représenter la société moderne et contemporaine dans son entièreté, à travers un tableau critique et analytique aussi complet que possible. Il s'agit pour lui de montrer la machinerie du social, ce qu'il y a de l'autre côté des décors, d'où le nom général de son grand œuvre, la comédie humaine. Il entreprend la publication donc de romans à vertu didactique qui fassent connaître et comprendre, qui rendent le monde intelligible. Il s'agit de rendre le monde visible à travers l'art. C'est l'établissement donc de sa poétique comme une méthode heuristique. Il veut chercher la vérité du social, son organisation et sa dynamique. Il entreprend cela alors que la sociologie est encore dans les limbes. Auguste Comte ambitionne tout juste la création d'une nouvelle discipline scientifique qu'il nomme physique sociale. Marx n'a pas encore énoncé ses lois de l'histoire et Durkheim et Weber viennent à peine de naître. En cela, le projet de connaissance présenté dans l'avant-propos de la comédie humaine publié en 1842 sous les presses d'Hetzel est précurseur. L'avant-propos se substitue à toutes les autres préfaces, les capitalise et fait ainsi office de préface générale, clé de compréhension de toute la comédie humaine. C'est pourquoi nous nous intéresserons aujourd'hui exclusivement à cet avant-propos, genèse de l'entreprise balzacienne. Cet avant-propos, il se constitue en double apocalypse. D'abord dans son sens ancien et biblique, de révélation d'une nouvelle méthodologie pour découvrir la vérité sociale, et puis ensuite dans son sens commun d'effondrement, l'avant-propos annonce en effet une œuvre qui décrit la décadence d'une société. Donc tout d'abord la révélation d'une nouvelle méthodologie fondée sur la science. De l'avant-propos se dégage en effet d'abord nettement la volonté scientifique de Balzac. Le projet balzacien s'inspire directement de la science.
En effet, au XIXe siècle, la science naturelle elle est très en vogue et Balzac, intéressé et curieux de tout, suit de près la querelle de deux scientifiques et amis, Cuvier et Godefroy de Saint-Hilaire, qui a lieu entre 1818 et 1830. Leur opposition, elle se cristallise autour de la question fondamentale de l'unité du vivant. D'un côté, on a un Cuvier qui considère que les animaux sont arrangés dans 4 grandes catégories distinctes, et de l'autre, Saint-Hilaire qui pense, lui, qu'une unité fondamentale unit tous les animaux. Il croit en l'évolution des espèces. L'avenir lui donnera raison, donc, contre le fixisme de Cuvier. Balzac, il cite explicitement cette querelle dans son avant-propos, et il n'hésite pas à prendre parti. C'est donc comme ça que tout a débuté. L'entreprise balzacienne part de ce constat d'une unité de composition entre les êtres. À partir de ce constat, Balzac fonde son analogie initiale, inaugurale, nécessaire à toute la comédie humaine, une analogie entre l'humanité et l'animalité. Il définit ainsi l'animal, je cite, comme un principe qui prend sa forme extérieure, ou plus exactement les différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se développer. Les animaux se développent ainsi selon leur lieu de vie. Ils auront plutôt des nageoires ou des griffes, des fourrures ou des écailles, et ainsi de suite. Les espèces zoologiques résultent donc de ces différences de milieu. Il en va de même chez l'homme. Balzac écrit, je cite, « La société ne fait-elle pas de l'homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie ? Les différences entre un soldat, un ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif, un savant, un homme d'État, un commerçant, un marin, un poète, un pauvre, un prêtre sont, quoique plus difficiles à saisir, aussi considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l'âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis, etc. Il a donc existé, il existera de tout temps, des espèces sociales comme il y a des espèces zoologiques. » Donc on voit bien qu'à l'instar des scientifiques, Balzac veut réaliser un ouvrage capable de montrer toutes les espèces humaines, une forme de typologie. Il écrit ainsi « Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l'ensemble de la zoologie, n'y avait-il pas une œuvre de ce genre à faire pour la société ?» Est affirmé ici clairement le projet sociologique de Balzac. C'est la révélation d'une nouvelle science, la recherche de la vérité du social. Il affirme lui-même chercher le moteur social. Balzac passe ensuite à une seconde analogie qui découle de la précédente entre la société et la nature. Comme les espèces dans la nature entreprennent une lutte d'intérêt, une lutte à mort, les hommes dans la société en font de même. C'est donc un vaste projet que se donne Balzac. Il fonde le roman, ce genre qui dit injustement appelé secondaire, sur des principes scientifiques. Balzac, nous l'avons vu, est ainsi en cours d'achèvement d'un projet qui se veut sérieux. Cette entreprise colossale ne semble pas être celle d'un vulgaire auteur de romans, position décriée au XIXe siècle. Si en apparence son projet semble scientifique, Balzac affirme pourtant qu'il va passer par la fiction. Balzac se propose donc à la fois comme écrivain et comme savant, je le cite, « S'en tenant à cette reproduction rigoureuse, un écrivain pouvait devenir un peintre plus ou moins fidèle, plus ou moins heureux, patient ou courageux des types humains, le conteur des drames de la vie intime, l'archéologue du mobilier social, le nomenclateur des professions, l'enregistreur du bien et du mal, mais pour mériter les éloges que doit ambitionner tout artiste, ne devais-je pas étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de figures, de passions et d'événements. » Le sujet de la première partie de cette phrase complexe, c'est donc l'écrivain, qui en se servant d'un procédé d'une reproduction rigoureuse, donc d'un procédé technique, voire scientifique, se transforme ensuite en peintre, en conteur, mais aussi en archéologue, en nomenclateur et en enregistreur. On voit donc clairement que l'activité de l'artiste et celle du scientifique se superposent l'une à l'autre. L'artiste se voit ensuite assigner des activités que l'on aurait tendance à qualifier de scientifiques. Il doit étudier les raisons des effets sociaux, surprendre le sens caché. L'artiste balzacien se définit donc comme un personnage foncièrement hybride. Il est à la fois écrivain et savant. C'est pourquoi Balzac dédaigne à se désigner comme romancier, il évite le mot tout au long de l'avant-propos pour lui préférer le titre plus noble d'historien des mœurs. Balzac distingue l'histoire officielle, qu'il appelle la menteuse, de l'histoire officieuse, qu'il nomme cette fois la honteuse. Pour lui, le rôle de l'écrivain, c'est de faire sortir de l'ombre mensonges et secrets et de dévoiler cette vie d'en dessous, cette vie cachée, sans cesse oubliée. Cette histoire manquante des mœurs est, il l'écrit, une immense lacune dans le champ de l'histoire.
Il veut donc, lui, écrire, je le cite, « l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des mœurs ». L'écriture de Balzac, c'est donc la révélation d'une écriture doublement novatrice par son projet inédit, jamais entrepris, et les moyens qu'il utilise pour la réaliser, la science et la fiction. Un tel projet, c'est un défi, puisqu'il nécessite la conciliation du beau, dans la mesure où il s'agit d'un projet littéraire, et du vrai, puisqu'il a également des aspirations scientifiques. Il doit ainsi répondre à l'impératif du plaquéré, de plaire. Il l'écrit lui-même, il faut rendre intéressant le drame à 3 ou 4 000 personnages que représente une société. C'est donc l'affirmation d'un projet qui est avant tout littéraire. Il s'agit de charger une œuvre d'art de données épistémiques. L'outil romanesque, il est ainsi mis au service de la révélation balzacienne. Le roman doit s'approprier la clarté scientifique. Le grand œuvre de Balzac est ainsi composé selon un plan clair que dévoile Balzac dans l'avant-propos. Cette structure donne une noblesse formelle au roman et traduit la volonté d'atteindre par le roman une connaissance du monde inspirée des sciences. Mais le roman, s'il veut donner un ordre, dévoiler, classer, mêler, reste conscient de la complexité de la société. La démarche romanesque, elle est donc ambiguë puisqu'il faut à la fois produire un ordre pour donner l'illusion de la vie, tout en ménageant des effets d'entropie pour ne pas trop donner au récit un tour déterminé. L'objectif, il n'est donc pas de copier le monde, mais d'ériger le roman en vaste duplicata métonymique de l'univers. Dans la comédie humaine, on compte ainsi 2500 personnages, dont 500 reparaissants, qui composent une société réduite mais qui est exemplifiée, dramatisée. Balzac est un démiurge et son avant-propos est construit sur le plan des premiers chapitres de la Genèse. Son monde se modèle donc sur la puissance créatrice de la parole divine qui est essentiellement performative. Donc nous avons donc vu que la première apocalypse balzacienne, c'est la révélation d'une nouvelle discipline, l'histoire des mœurs, à cheval entre la science et la fiction. C'est elle qui permet de décrire l'apocalypse, cette fois dans son sens d'effondrement, de décrépitude d'une société qui a perdu le sacré. Donc cette seconde apocalypse. Balzac, il adopte une vision plutôt classique. Il croit en l'ordre du monde, un monde ordonné par Dieu qui lui aurait donné des lois. Il évoque ainsi le Créateur, la règle éternelle. Il s'agit pour lui, je cite, de voir en quoi les sociétés s'écartent ou se rapprochent de la règle éternelle, du vrai et du beau. Balzac part ainsi du postulat suivant, je le cite encore, « L'homme n'est ni bon ni méchant, il naît avec des instincts et des aptitudes. La société, loin de le dépraver comme l'a prétendu Rousseau, le perfectionne, le rend meilleur. Mais l'intérêt développe aussi ses penchants mauvais. Le christianisme et surtout le catholicisme étant, comme je l'ai dit dans Le médecin de campagne, un système complet de répression des tendances dépravées de l'homme. Cette anthropologie très augustinienne d'un homme tiraillé entre le bien et le mal propose la religion comme un surmoi collectif, capable de brider les instincts mauvais de l'homme. La désobéissance à la loi divine, à la loi éternelle, fait de l'homme un rebelle, voulant inverser l'ordre des choses, usurper la place de Dieu. Balzac se fait donc ainsi le tenant de la société naturelle contre la société contractuelle, celle érigée par les hommes. Il pense la société comme première, préexistante, et il se refuse à penser l'individu à partir de lui-même. Aussi regardais-je la famille et non l'individu comme véritable élément social, écrit-il. Ce geste holistique, il est fondateur de la sociologie. La sociologie, par essence, elle conteste la modernité qui part de l'individu pour revenir à la communauté, à l'importance du groupe dans la formation de l'être. Ainsi, Balzac, loin d'être un esprit rétrograde, aboutit dès son avant-propos à la même conclusion que proposera 60 ans plus tard le grand sociologue et lui athée Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de société harmonieuse et pacifique sans du sacré commun. Ainsi, Balzac n'hésite pas à affirmer « Le christianisme a créé les peuples modernes, il les conservera ». Le catholicisme et la royauté sont deux principes jumeaux. J'écris à la lueur de deux vérités éternelles, la religion et la monarchie. On comprend dès lors que la société nouvelle, établie suite aux deux révolutions, politiques et industrielles, n'est pas souhaitable pour Balzac. C'est l'avènement d'une société bourgeoise, post-monarchique et déchristianisée. Au cœur du système, l'argent, devenu le nouveau nerf de la guerre sociale. Balzac a un profond dégoût pour cette passion nouvelle qui déséquilibre la société. Aussi bien souvent dans ses romans, des rôles occultes sont attribués aux banquiers, c'est le cas de Gobseck ou Nucingen par exemple.
Il voit donc dans le règne de l'argent l'avancée du mammon. Le mammon, dans le Nouveau Testament, c'est la richesse matérielle personnifiée en divinité à laquelle les hommes sont susceptibles de donner leur vie. Eh bien, pour Balzac, l'argent est un mammon moderne. Le réalisme de Balzac s'affirme donc comme l'expression d'une époque troublée par des renversements politiques et sociaux qui sont eux-mêmes l'expression convulsive et lente d'une société qui agonise. En effet, chez Balzac, sur un fond de vie collective, l'individu post-révolutionnaire est décrit comme un être de passion, mu et possédé par elle. Son désir est fixé et l'assouvissement de sa passion peut aller jusqu'à la destruction de soi. Balzac a une attitude à la fois admirative et réprobatrice face à la force de déploiement de cette énergie individuelle. La passion, si elle peut se faire un levier productif de la sphère sociale, peut également la désorganiser. Je cite, il écrit « La passion qui comprend la pensée et le sentiment est l'élément social, elle en est aussi l'élément destructeur. » La question est donc de savoir ce que l'on fera de cette passion, de cet élan vital, et cette question, elle est clé. Balzac nous dit « En ceci, la vie sociale ressemble à la vie humaine. On ne donne au peuple de longévité qu'en modérant leur action vitale. » L'enseignement, ou mieux l'éducation par les corps religieux, est donc le grand principe d'existence pour les peuples, le seul moyen de diminuer la somme du mal et d'augmenter la somme du bien dans toute la société. La comédie humaine, elle s'offre ainsi comme le grand théâtre des passions et ne cesse de montrer qu'il faut de l'argent pour les satisfaire. Mais pour autant, tous les destins ne sont pas marqués de la sombre fatalité dans la comédie humaine. Certains personnages s'érigent en véritables figures de l'accomplissement. Il n'y a pas que des génies malsains à la Vautrin. La société en décrépitude dépeinte par Balzac lui a beaucoup été reprochée. On l'a bien souvent taxée d'immoralité. Il dit lui-même « Il devait arriver que telle composition offrait plus de mal que de bien ». Puisque pour lui, ce n'est pas son œuvre qui est immorale, c'est la société qu'il dépeint. De plus, il affirme avoir respecté l'éthos classique en punissant le vice et en récompensant la vertu. Il dit ainsi « J'ai mieux fait que l'historien, je suis plus libre ». Pour conclure, on voit donc que Balzac fait ainsi apparaître à travers son art romanesque dans l'avant-propos de la comédie humaine deux vérités. Une vérité de fait, la vérité du fonctionnement de la vie sociale, de ses rouages, d'une société mue par les passions lugubres de l'économie et de l'argent, et une vérité d'un autre ordre, une vérité absolue et morale qui est que le sacré, la religion chrétienne est le seul ferment possible d'une société. Merci de votre attention. Merci Clara. Y a-t-il des questions à poser à Clara après cet exposé ? Oui, moi Alain, j'ai une question. Merci Clara, c'était chouette. J'ai une question mais que je me posais en t'écoutant, c'est une question que je me pose moi-même. Une grande partie des romans de Balzac ont été mis à l'index par la censure ecclésiastique. J'aimerais savoir ce que tu en penses. En t'écoutant vraiment, je me demande, oui, comment est-ce que tu te situes par rapport à ça ? C'est vrai que, pour être honnête, j'ai pas lu tous les romans de la comédie humaine. C'est pour ça, mais je m'étais basée sur l'avant-propos parce qu'il énonce le projet de Balzac. Après, de savoir s'il a été cohérent dans la suite, dans les romans qu'il écrivait, est-ce que ce qu'il énonce dans cet avant-propos, c'est vraiment ce qu'il a mis dans ses romans ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il annonce que c'est son projet initial, donc je suppose qu'il a écrit ses romans dans cet état d'esprit. Peut-être c'est parce qu'il en ressort toujours, et je comprends peut-être que ça a pu être condamné à une certaine époque par l'Église. Mais tu fais une bonne réponse de Normand. J'ai une question à poser à Clara. Oui. Clara, vous nous avez dit deux choses en réalité dans la deuxième partie de votre exposé à propos de Balzac. Oui. Vous nous avez dit qu'il était un génial précurseur d'Émile Durkheim, parce qu'il était au principe même de la sociologie, c'est-à-dire revenir au groupe social. Et puis, vous nous avez dit qu'il se méfiait de l'individu aussi. Oui. Or, l'individu, pensé comme personne, c'est-à-dire à partir duquel désormais on pense le phénomène humain et non plus à partir du groupe social, c'est une idée qui apparaît au tout début du romantisme, avec la Révolution essentiellement, Déclaration des droits de l'homme, qui est en fait une sacralisation de la personne. Alors, je pose ma question, Balzac est-il novateur ou complètement réac ?
on peut voir que c'est une certaine apocalypse un peu rétrograde sans doute, mais à laquelle il ne sera pas le seul à revenir non plus. Oui. Alors, je vais reposer ma question. Vous voyez plutôt comme un classique attardé ou comme un romantique éperdu? On voit que le romantisme est passé par là, puisque on voit, dans l'œuvre de Balzac, on voit la difficulté de faire société justement après cet avènement du concept nouveau de la personne qui est toujours insaisissable, un petit peu fuyante et mystérieuse. Et donc, il y a cette difficulté de reconstruire une société maintenant que la personne est considérée comme personne dans son sens romantique. Merci. Merci Clara. Une question, Alain va trouver que je suis encore un peu naïf ou idéaliste, mais quand on découvre l'œuvre de Balzac, et où il a essayé dans cette comédie humaine d'intégrer un peu, de mettre le monde entier dans cette œuvre-là et qui tutoie de façon étincelante plein de vérités, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu, enfin c'est mon cas, hyper déçu par la vie de Balzac par rapport à son œuvre. Il a un côté alors, complètement blessé, un peu raté, toujours endetté, ses relations avec les femmes, tout ça c'est une catastrophe. Et j'en viens à ma question, est-ce que cet éternel débat qu'on a entre l'artiste et son œuvre, est-ce que la vie de l'artiste peut nuire à la vérité de son œuvre? Ça. Ça, c'est une bonne question à laquelle je ne répondrai pas. Je peux donner la réponse. Venez tous cet été à l'université d'été. Je pense qu'il ne faut pas trop psychologiser les auteurs, pour ma part, mais je ne sais pas. Mais bon, on peut être en désaccord. On va essayer des réponses. On peut répondre à Philippe Henry que s'il n'avait pas été endetté, il n'aurait pas écrit autant. Oui, et s'il n'avait pas eu une enfance malheureuse, heureusement, il a raté sa vie économique et il a réussi sa vie littéraire. Heureusement pour nous, ouais. J'ai une petite remarque d'ailleurs à faire à ce propos. On parle, revenons en 1833. On parle toujours de la découverte du personnage récurrent. Ce n'est pas une cause de la comédie, c'est un effet. Comme vous l'avez montré par la suite, ce qui compte pour lui, c'est la création d'un monde cohérent, d'un monde crédible et d'un monde concurrent du monde existant, métonymique, comme vous avez dit, mais le personnage récurrent n'en est qu'un effet, une production. Ça n'est pas la cause de cette découverte. Ça accompagne la découverte du grand projet de l'œuvre complète et cohérente. Oui, j'aurais aussi une question. Alors, je n'ai pas, moi non plus, j'aurais dû, mais lu tout Balzac. Je n'ai lu que les romans interdits mis à l'index. Ça, honteusement, devant le père. Par principe, en somme. Alors, il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est le fondement, la référence à la science et comment l'interpréter. Est-ce qu'elle relève d'un esprit scientifique, d'une croyance? Par exemple, il s'intéresse à la physiognomie, il s'intéresse à l'avatar, à Le Gall, donc à des choses qui sont très matérialistes, on peut dire. Et d'un autre côté, il a on pourrait dire, idéologie, une vision du monde qui est vraiment chrétienne. Vous avez conclu là-dessus. La société ne peut fonctionner que si elle est maintenue contre ses passions par le christianisme, etc. Une question que je pose, à laquelle vous allez dire je n'y répondrai pas de la même façon que vous ne vouliez pas y répondre précédemment, vous avez tout à fait le droit, c'est une question aussi d'ordre littéraire plus profonde. Quand on décrit des passions, des choses qui peuvent être terribles, pour le bien d'écrire, il faut soi-même, d'une certaine manière, y participer, il faut comprendre. Voilà. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de complaisance que l'on trouve quelquefois, moins peut-être que ce qu'on peut trouver chez Zola, mais dans, si vous voulez, le chrétien Balzac, pour un mal qui peut le fasciner. Encore une fois, si on est innocent, on ne peut pas comprendre le mal, on ne le voit pas. D'où d'ailleurs une théologie qui est une théologie qui n'a pas tout à fait été reçue. Un livre célèbre dans les années 80 qui s'appelait « Dieu sans l'idée du mal », qui posait cette idée, c'est que Dieu ne peut pas se représenter le mal. Il ne peut pas savoir ce que c'est d'une certaine manière,
du fait de sa bonté. Donc c'est plutôt, voilà, la question que je pose sur l'identité de Balzac. Idéologiquement, il proclame, et dans des textes qui sont repris d'ailleurs par toute la tradition réactionnaire, si vous voulez, il y a le bon Balzac, mais il y a aussi le mauvais Balzac, le scientiste, le matérialiste Balzac. Comment ça se compose, à votre avis, dans son œuvre, ces 400 livres? Effectivement, je pense qu'il y a peut-être un décalage entre voilà, ce qu'il énonce dans l'avant-propos et la suite des romans. C'est pas toujours très clair que c'est un peu satirique et que c'est une critique. Parfois, on a l'impression qu'il y a une vraie fascination, enfin dans les quelques-uns que j'ai lus en tout cas. Et donc on peut se demander si l'avant-propos est pas un peu hypocrite et que c'est peut-être une méthode aussi pour peut-être un peu contrer la censure ou tout ça, mais oui, je pense que dans ces romans, c'est pas toujours clair qu'il y a une condamnation chrétienne de ce qu'il décrit. Je rebondis sur la question. Déjà, merci beaucoup pour ton très bel exposé. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a deux Balzac à travers ces deux vérités? C'est-à-dire d'une part le matérialisme et d'autre part le recours à la transcendance divine. Le Balzac quoi et quoi? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a deux Balzac? D'une part le matérialisme balzacien, à travers une forme de rationalisation de la société, et d'autre part le recours à la transcendance divine comme explicatrice de cette société. Oui, on écrit souvent que chez Balzac, il y a vraiment qui fait voilà, une science justement qui est à la frontière entre le matérialisme et le spiritualisme ou le mysticisme, aussi surprenant que ça puisse paraître. Mais c'est vrai qu'il est à la croisée des chemins et qu'il essaye de réconcilier les deux et de montrer qu'en fait, il faut trouver une voie médiane. Donc le thème, c'est la recherche de la vérité. Comme on vient de dire qu'il y avait peut-être deux vérités chez Balzac, est-ce qu'il a trouvé la sienne ou pas? Oui, il dit que justement pour réussir à arriver à cette vérité absolue et morale, il doit d'abord passer par une vérité de fait et qui, elle, est plus matérialiste parce qu'il se doit de décrire le réel comme il est, dans ses détails, parfois les plus crus et sordides, pour pouvoir mettre en avant la vertu et faire ressortir cette vérité morale et éthique plus absolue. C'est une bonne réponse, car c'est un itinéraire que Balzac suit souvent. On oublie très souvent qu'il n'y a pas chez Balzac que le littéraire et le scientifique, il y a aussi le juridique. Balzac est de formation juridique. Et pour prendre un exemple du mal balzacien, il y a l'inévitable problème de l'adultère féminin. Pratiquement toutes les épouses balzaciennes sont adultères. Et non seulement elles le sont, mais plus encore que dans le cas de Flaubert, Balzac semble encouragé. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'analyse juridique du Code Napoléon, qu'il y a vu une infantilisation scandaleuse de la femme, une démoralisation en quelque sorte de la femme, à tous les sens du mot démoralisation, et qu'il ne voit réellement et sincèrement que l'adultère comme porte de sortie, en quelque sorte, pour la femme, pour trouver un espace de liberté. Alors ce mal balzacien a aussi un fondement qui passe par une réflexion d'ordre structuré, soit scientifiquement, soit juridiquement. Enfin, dernier petit élément, il faut savoir que l'avant-propos de Balzac a été arraché à Balzac au dernier moment par l'éditeur. Donc il n'y a pas toujours une grande sincérité non plus, attention, dans ce que dit Balzac. C'est pour ça qu'il n'est pas très difficile de trouver des discordances entre cet avant-propos et la réalisation de l'œuvre. Bien évidemment, sans compter que toujours, vous le savez, l'itinéraire change son but. Voilà, d'avancer vers le but modifie le but, toujours. D'abord, je voudrais vous faire mes compliments, parce que je trouvais ça très, très intéressant. Je suis un lecteur naïf de Balzac, c'est-à-dire que je suis pas du tout, je fais pas d'études littéraires, mais j'ai passé pas mal j'étais pensionnaire entre 15 ans et 17 ans et demi, et donc j'avais 4 heures d'études chaque soir. Et comme je n'étais pas un élève très studieux, je lisais des romans, et en particulier ceux-là. C'était une magnifique évasion. Et effectivement, je les ai lus comme un béotien, et donc je suis vraiment très heureux de l'habileté avec laquelle vous avez utilisé les deux acceptions du mot apocalypse. C'était très, très habile. Donc tous mes compliments. Je vais vous faire une critique formelle
et puis ensuite vous proposer de partager une réflexion. La critique formelle, c'est que je vous invite à l'avenir à cesser de faire des redoublements du sujet. Okay. Donc Balzac, il pense que voilà, cette question, elle est clé, oui. Ou la sociologie, elle conteste, c'est exaspérant, on a l'impression d'être sur BFM. Donc essayez de faire attention à ça. Ça n'apporte rien. Oui. Voilà. Ma réflexion, elle porte sur la question scientifique. Il me semble que dans le roman, ou en tout cas ce que le roman emportait de la vérité, la technologie a rendu assez largement caduque cet effort-là. C'est-à-dire que après Balzac et après Zola, on pouvait avoir la photographie ou la statistique pour faire des études de sociologie. C'est-à-dire qu'on allait faire des catégories socio-professionnelles, etc. Oui. Et que, au fond, la vérité romanesque devenait totalement disqualifiée à prétendre à la vérité sociale, et donc il fallait se contenter d'un art romanesque distractif, ou en tout cas allant rechercher tout à fait le geste artistique pur, ce qui serait peut-être quelque chose comme le nouveau roman, etc. Mais en tout cas, à essayer de se détacher de la question de la société. Voilà. Un de ces rejetons étant l'autofiction. Voilà. Et il me semble qu'on est dans une période où les conditions sont réunies pour qu'on revienne à une approche de la littérature comme capable de dire la vérité, parce que le statut aujourd'hui de la science est très largement disqualifié. Je veux dire que l'IA produit des textes qui sont insupportables à lire, mais que les gens considèrent comme honorables, et que l'IA produit des deepfakes qui font que la photographie est quelque chose qui est authentiquement aujourd'hui disqualifié. Et les filtres qu'on va avoir sur les deepfakes seront fabriqués par d'autres IA. C'est-à-dire qu'une IA nous dira « Tiens, cette image est fabriquée par une IA ». Et donc la deuxième IA aura toujours un temps de retard par rapport à la première. Voilà. Donc en fait, on est dans un moment où le rapport au réel technologique est très profondément disqualifié. Et la question que je vous pose, est-ce qu'il ne vous semble pas que précisément c'est le bon moment pour, en quelque sorte, réinvestir cette dimension de... vous avez parlé de la peinture du réel. Moi, j'aime beaucoup aussi la peinture réaliste. La peinture réaliste cherche à représenter le réel, mais c'est toujours beaucoup plus subtil. Un bon peintre, il peint ce qu'il voit et il le peint, c'est-à-dire qu'il le dépeint. Et il fait beaucoup plus qu'une bonne photographie. Voilà. Et donc, au fond, peut-être que le XXIe siècle, qui est déjà bien entamé, mais sera en fait celui dans lequel la littérature retrouve sa place. J'observe, là je viens de finir un livre de Koenig qui s'appelle Humus, la volonté aujourd'hui de plaider des causes ou de faire avancer des sujets dans la forme romanesque, qui est jugée beaucoup plus efficace que l'essai ou qu'une sorte de démonstration, parce qu'il y a une sorte d'aptitude à rentrer dans des vérités plus essentielles que la statistique ou que la photographie. Oui, sans doute. Peut-être qu'il y a un possible retour. Après, on sait aussi de moins en moins écrire aujourd'hui. Enfin, je parle pour nous, les jeunes. Donc ça peut sembler aussi plus difficile d'avoir un retour comme ça au roman, etc. Mais oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'on ne peut pas se passer de toute façon que la photo ne peut pas remplacer l'écrit et qu'il faut réussir à mettre des mots pour justement, ce que je disais, rendre le monde partageable par le discours. Sinon, on reste globalement très isolé quand même. On ne peut pas trop débattre... ou du moins, partager le réel et en discuter si on refuse à mettre des mots.
si passionnant que soit le débat maintenant, il faut aussi faire sa place à la suite des événements.